L'utilisation d'une pilule combinée œstroprogestative augmente le risque thromboembolique. Alors, je pense que c'est important de savoir, de comprendre ce que cela veut dire, notamment lorsque vous utilisez la pilule combinée œstroprogestative. Bon, on peut se demander ce que ça veut dire. On parle de thrombose, on parle d'embolie. Bon. Je vous propose de vous faire la lecture d'un article que j'ai trouvé intéressant, que vous allez pouvoir retrouver sur le vocabulaire médical, concernant l'embolie et la thrombose. Alors, ça peut inquiéter certaines femmes qui prennent la pilule, bien évidemment, et c'est pour ça simplement que je vous en fais la lecture en parallèle à des cours de seconde que je fais et qui sont en relation avec la maîtrise de la procréation. Donc on y parle de pilules. Alors il y a deux types de pilules. Là on peut parler de pilules œstroprogestatives. Vous savez qu'il y a 4 générations de pilules et au sein de chaque génération il y a plusieurs types de pilules dont dépend de chaque pilule. Il existe des progestatifs qui sont différents, tandis que les œstrogènes sont eux pratiquement les mêmes. Bon, je vous propose de vous référer à mon cours. Alors, l'embolie et la thrombose sont deux manifestations d'une coagulation sanguine pathologique. Coagulation sanguine pathologique qui peuvent toucher les artères et les veines. Alors, les artères et les veines sont évidemment les vaisseaux sanguins qui permettent la circulation sanguine afin que tous les organes du corps puissent être nourris, c'est-à-dire approvisionnés en nutriments et en dioxygène. Les affections cardiovasculaires responsables d'embolie ou de thrombose sont des maladies très fréquentes et sont une cause majeure de morbidité et de mortalité. Coagulation normale et coagulation pathologique, ça veut dire quoi? La coagulation sanguine est un processus biologique complexe qui correspond à la phase dite d'hémostase secondaire. Le terme hémostase correspond à l'arrêt d'un saignement. Un article de cette encyclopédie est consacré à la coagulation et à l'hémostase. Donc vous pouvez vous y référer. La coagulation du sang est évidemment un phénomène physiologique, c'est-à-dire tout à fait normal. Lorsque l'on saigne, la coagulation se fait en général assez rapidement. Quand elle est anormale, c'est-à-dire pathologique, on parle de troubles de l'hémostase, qui peuvent être de deux types, soit l'hypocoagulabilité, source de saignement comme dans l'hémophilie, soit on parle d'hypercoagulabilité, qui est un facteur de thrombose et d'embolie. Alors, caillot, thrombus, thrombose, comment s'y retrouver? Le caillot est également appelé thrombus, c'est le produit final de la coagulation sanguine. Donc c'est tout à fait physiologique, c'est tout à fait normal et naturel. Il est composé essentiellement d'une protéine que l'on appelle la fibrine. C'est lui qui permet l'arrêt d'un saignement en situation physiologique. Lorsque vous vous coupez, vous êtes aperçu qu'au bout d'un certain temps, un petit caillot va se former et que le sang arrête de couler. Un thrombus est physiologique et une thrombose, elle, est pathologique. Alors pourquoi? En situation pathologique, le caillot est appelé thrombose. Il est responsable d'une obstruction plus ou moins complète d'un vaisseau, qui peut être une artère ou une veine, avec des conséquences proximales si c'est une veine, donc à proximité, et des conséquences distales dans le cas d'une artère. Donc ça veut dire que les conséquences vont se faire à distance. Donc voilà, donc un thrombus est physiologique, vous avez compris, une thrombose est pathologique. Dans les deux cas, on parle de caillot, mais la signification de ce mot caillot n'est pas la même dans les deux cas. Du moins, les conséquences de la formation d'un caillot ne sont pas les mêmes, en tout cas dans les deux cas. Bon, on emploie souvent ces deux termes indifféremment et on parle souvent de thrombus quand il faudrait parler de thrombose, par exemple. Bon. Le pluriel de thrombus est thrombus, si on considère qu'il s'agit d'un mot français, et thrombis, si on le prend pour un mot latin. Mais bon, autant dire thrombus, c'est beaucoup plus simple. La situation dans laquelle un vaisseau risque de se thromboser, autrement dit de se boucher, est dite thrombogène.
il convient alors de lui appliquer des mesures prophylactiques. L'ablation chirurgicale d'une thrombose est appelée thrombectomie. La dissolution médicamenteuse d'une thrombose est une thrombolyse à laquelle, comme son nom l'indique, ou ne l'indique pas plutôt, on peut avoir recours en cas d'embolie pulmonaire. Alors, thrombose veineuse ou phlébite, thrombose artérielle et ischémie. C'est quoi la différence entre les deux? Si nous parlons de thrombose veineuse ou phlébite, ça veut dire quoi? Eh bien, une thrombose veineuse est également appelée phlébite. Elle peut se développer dans le réseau veineux superficiel, notamment au niveau des membres inférieurs, et l'on parle alors de thrombose veineuse superficielle, TVS, ou de paraphlébite. Le réseau veineux superficiel est le siège de varices, qui sont des veines dilatées par le reflux sanguin. On doit parler de veines variqueuses, mais pas de veines varices, comme on l'entend souvent dire. La thrombose concerne, à vrai dire, le plus souvent le réseau veineux profond et en premier chef les veines profondes des membres inférieurs. C'est la thrombose veineuse profonde ou TVP, dont la principale cause est la stase veineuse, que l'on observe fréquemment après une intervention chirurgicale. Le risque d'une TVS, donc thrombose veineuse superficielle, est de se transformer en TVP, c'est-à-dire en thrombose veineuse profonde. Quand la phlébite superficielle s'approche de l'osseum de la veine, là où elle rejoint le réseau profond, comme une rivière qui se jette dans un fleuve. Le risque d'une TVP, donc thrombose veineuse profonde, est beaucoup plus important que celui d'une TVS, thrombose veineuse superficielle. Risque aigu et vital, l'embolie pulmonaire. Risque chronique et fonctionnel, le syndrome post-thrombolytique ou thrombotique. Donc je répète que le risque d'une TVP est beaucoup plus important que celui d'une TVS. On peut avoir un risque aigu et vital, l'embolie pulmonaire. Le risque chronique et fonctionnel, on parle de syndrome post-thrombotique dans lesquels les veines profondes obstruées par la TVP n'ont pas retrouvé le fonctionnement normal. Avec un flux veineux devenu centrifuge, on parle de reflux. Le reflux sanguin massif entraîne un œdème chronique du membre concerné avec des troubles trophiques cutanés à type d'ulcère veineux. Une TVP peut aussi toucher la veine cave inférieure, le système cave supérieur, on parle de syndrome cave supérieur, ou la veine porte qui traverse le foie. La thrombose de la veine porte, on parle de thrombose portale, est également appelée pyléphlébite. Parlons maintenant de thrombose artérielle et de l'ischémie. Le principe d'une thrombose artérielle est le même que celui de la thrombose veineuse, à savoir la formation d'un caillot obstruant plus ou moins la lumière artérielle, mais les conséquences en aval sont très différentes. L'obstruction plus ou moins complète de la lumière vasculaire va entraîner une diminution de la vascularisation de l'organe concerné, phénomène appelé ischémie. Les conséquences seront plus graves pour un organe vascularisé par une seule artère. En l'absence de traitement, le territoire ischémié va évoluer vers la nécrose, puis éventuellement vers la gangrène. L'ischémie peut être aiguë ou chronique. Au niveau des artères coronaires, par exemple, donc les artères qui nourrissent le cœur, une ischémie chronique est responsable d'une angine de poitrine, tandis qu'une ischémie aiguë est responsable d'un infarctus du myocarde. La principale cause de thrombose artérielle est l'athérosclérose, qui est favorisée par des facteurs comme par exemple le tabagisme, l'hypercholestérolémie ou encore le diabète. Que signifie embolie? Une embolie est provoquée par l'irruption
dans la circulation sanguine d'un matériel que l'on appelle embolie, qui provient d'une thrombose veineuse dans le cas de l'embolie pulmonaire. Pourquoi? Parce que l'artère pulmonaire va vers les poumons et le sang veineux arrive à l'artère pulmonaire. Donc il est normal que cette embolie provoquée par l'irruption dans la circulation sanguine d'un matériel appelé embole provienne d'une thrombose veineuse. Voilà. Mais ce peut être aussi un fragment de plaque d'athérome, donc du matériel qui s'est déposé dans la partie interne d'une artère par exemple. Ça peut être du cholestérol, du calcium, etc. qui s'est détaché donc de la paroi d'une artère dans l'embolie artérielle ou de la moelle osseuse dans l'embolie graisseuse venant compliquer une fracture du fémur par exemple, ou encore du liquide amniotique dans le cas de l'embolie amniotique du postpartum. On qualifie une embolie par le territoire dans lequel l'embole vient se bloquer. Embolie pulmonaire quand l'embole veineux vient obstruer toute ou partie d'une artère pulmonaire. Embolie cérébrale quand l'embole en provenance d'une artère du cerveau vient créer un accident vasculaire cérébral, on parle d'AVC. Donc accident vasculaire cérébral ischémique. Pourquoi? Parce que la partie du cerveau qui reçoit l'artère qui est censée nourrir cette partie du cerveau, eh bien, va disparaître, ou en tout cas s'abîmer entre guillemets. On parle d'embolie d'un membre responsable d'une ischémie périphérique aiguë. Il existe une situation rare que l'on appelle embolie paradoxale, dans laquelle une thrombose veineuse ne va pas créer d'embolie pulmonaire, mais une embolie artérielle, le plus souvent cérébrale. Ceci s'explique par une anomalie anatomique qui est la persistance de la perméabilité du foramen ovale, qui est une cloison qui sépare les deux oreillettes, donc les deux atria dans la nouvelle nomenclature. Le foramen ovale perméable s'observe chez environ 30% des individus. Tout ce qui concerne une embolie est qualifié d'embolique. Tout ce qui peut provoquer une embolie est dit emboligène, notamment certaines cardiopathies comme l'arythmie complète par fibrillation auriculaire, que l'on appelle ACFA, désormais appelée fibrillation atriale. Toute situation emboligène doit déclencher la mise en œuvre de mesures prophylactiques, temporaires ou permanentes selon la nature du risque. L'ablation chirurgicale d'une embole est une embolectomie. Embolie pulmonaire, ça veut dire quoi? Nous verrons après embolie artérielle. Embolie pulmonaire, donc si l'on se souvient de l'anatomie du système cardiovasculaire, il existe un cœur droit et un cœur gauche. Le sang veineux est collecté par les veines caves supérieures et inférieures qui se jettent dans l'oreillette droite. Il est ensuite expulsé dans le ventricule droit, d'où il passe pour y être oxygéné dans le système pulmonaire via les artères pulmonaires. Une embolie pulmonaire provient d'une thrombose veineuse qui va venir se bloquer dans une des deux artères pulmonaires. C'est donc une pathologie veineuse, même si l'embole se trouve dans une artère. Et elle concerne le cœur droit, sauf en cas d'embolie paradoxale comme expliqué ci-dessus. Malgré les progrès médicaux réalisés, l'embolie pulmonaire reste fréquente et encore parfois mortelle, malheureusement. Autrefois, il était d'usage de demander aux jeunes accouchés de rester alités pendant de longs jours, ce qui provoquait de nombreuses embolies pulmonaires, lesquelles représentaient la cause principale de la mortalité obstétricale. Depuis que l'on a prescrit le lever précoce après l'accouchement, l'incidence de l'embolie pulmonaire obstétricale a considérablement baissé. La prophylaxie de l'embolie pulmonaire passe par la prophylaxie de la thrombose veineuse, dont elle est une conséquence directe, même si la phlébite est passée inaperçue, ce qui arrive fréquemment. Parlons maintenant d'embolie artérielle. Une embolie artérielle peut découler de deux types de mécanismes, soit le déclenchement d'un fragment de thrombus artériel qui va se bloquer en aval, soit la formation intracardiaque de l'embole.
Le premier mécanisme s'observe dans l'athérosclérose et le second dans les cardiopathies emboligènes et notamment les troubles du rythme supraventriculaire. Les conséquences de l'embolie dépendront du territoire concerné, donc AVC s'il s'agit d'une artère cérébrale, ischémie aiguë d'un membre en cas d'embole en provenance d'un anévrisme de l'aorte abdominale, etc. Il existe une forme particulière d'embolie artérielle appelée occlusion de l'artère centrale de la rétine. Que signifie embolisation? L'embolisation est un procédé de radiologie interventionnelle assez rarement utilisé car il mobilise des moyens techniques et humains qui ne sont disponibles que dans des structures importantes de type CHU. Le principe est d'injecter dans une artère précise un matériel destiné à obturer celui-ci. On peut traiter par cette méthode des fibromes utérins hémorragiques ou encore une hémorragie du postpartum, de manière à éviter l'hystérectomie d'hémostase. L'embolisation est également employée en chirurgie hépatique de manière à obtenir une hypertrophie conservatrice du lobe qui restera après hépatectomie. Que signifie maladie thromboembolique veineuse? D'une manière générale, la thrombose veineuse est la conséquence. La thrombose veineuse et sa conséquence, donc l'embolie pulmonaire, sont rangées sous la bannière de la maladie thromboembolique veineuse. Cet adjectif étant souvent émis. On abrège souvent en MTE ou MTEV le nom de cette maladie qui est un véritable problème de santé publique. On y inclut également les troubles trophiques du syndrome ou maladie post-thrombotique. Que signifie artériopathie chronique oblitérante? Lorsque les phénomènes d'obstruction artérielle surviennent au niveau des membres inférieurs, il s'agit alors d'artériopathie chronique oblitérante des membres inférieurs ou d'artérite ou encore d'artériosclérose, sclérose artérielle. Les deux causes principales en sont le tabagisme et le diabète. Lorsque l'artériosclérose s'accompagne de plaques d'athérome, on parle alors d'athérosclérose. Phonétiquement, les deux vocables sont très proches. Que signifie enfin anticoagulant et antiagrégant plaquettaire? Embolie et thrombose sont fréquemment associés à une hypercoagulabilité, donc coagulation sanguine exagérée, que l'on peut combattre par deux types de médicaments, les antiagrégants plaquettaires et les anticoagulants. Les premiers interviennent dans l'hémostase primaire, les seconds dans l'hémostase secondaire, autrement dit la cascade de coagulation qui a lieu pour provoquer un caillot. Ils n'ont donc pas les mêmes indications. Les antiagrégants sont utilisés en prophylaxie dans les affections artérielles, tandis que les anticoagulants dans la maladie thromboembolique, en préventif ou en curatif, ainsi qu'en prophylaxie dans les cardiopathies emboligènes. Bon. Voilà, donc là, je vous ai parlé donc notamment de ce risque thromboembolique pour les femmes qui prennent des pilules. Alors, vous savez qu'il y a des pilules de plusieurs générations et que notamment la 3e et 4e génération sont plus aptes à provoquer ce problème. Bon. Donc, risque thromboembolique pour les femmes qui prennent la pilule, eh bien, j'espère que vous avez compris, que ça vous a apporté quelques informations. Voilà, l'explication est terminée. Merci.